Eh bien, merci beaucoup. Je vais commencer par toutes et tous vous souhaiter un joyeux anniversaire, puisque j'ai compris que nous étions réunis ici pour les 25 ans de l'association et de l'ONG Regard de Femmes. Je veux commencer par rendre un hommage aux équipes de Regard de Femmes, à Michel Vianès singulièrement, puisque c'est vrai qu'à travers ces années, et depuis 7 ans maintenant, on a partagé beaucoup de moments de combat ensemble, des combats pour la loi séparatisme qui vient d'être évoquée, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et pour laquelle les apports et l'expertise de Regard de Femmes a été vraiment précieux. Des combats aussi au niveau international. Je pense à des moments qu'on a pu partager effectivement à la CSW, à la Convention mondiale annuelle des droits des femmes à l'ONU. Et lors de ces combats, on a dû faire face d'ailleurs à des opposants, et notamment, je pense, à des organisations religieuses. J'ai en tête un exemple très particulier qui me semble illustrer la manière dont certains lobbies sont à l'œuvre jusque dans l'enceinte même de l'Organisation des Nations Unies. Nous avions un débat sur la question du droit à l'avortement au niveau mondial, et nous avons tous et toutes dans la salle en même temps reçu par Bluetooth sur nos téléphones des photos de fœtus. Et l'idée de ces photos, c'était de nous, bien sûr, décourager, de nous dégoûter de travailler sur l'avancée pour les droits à l'IVG pour toutes les femmes partout dans le monde. Et c'était une organisation notoirement liée avec des mouvements religieux radicaux qui avaient organisé ce hacking, entre guillemets, des téléphones des militantes et des militants des ONG et des représentants des États présents à même dans la salle. Je raconte cette anecdote parce qu'au-delà d'illustrer, bien sûr, l'engagement de Regard de Femmes auprès de l'ONU depuis toutes ces années, elle illustre, je crois, l'illustration justement de ces forces religieuses qui sont à l'œuvre. Et elle illustre aussi la manière dont la laïcité et les droits des femmes sont profondément et intrinsèquement liés, et ce de longue date. Je vois des visages amis dans la salle avec lesquels on a travaillé, notamment il y a, avant que je sois au gouvernement, dans un groupe d'études à la Fondation Jean Jaurès sur les liens entre la laïcité et le droit des femmes. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'on a commencé à dire qu'il fallait arrêter d'accoler des adjectifs au mot de laïcité, comme pour l'excuser d'exister. C'est la laïcité, mais vous inquiétez pas, elle est bienveillante. C'est la laïcité, mais vous inquiétez pas, elle est ouverte. C'est la laïcité, mais vous inquiétez pas, elle est positive. Alors que je crois que la loi de 1905, au-delà d'être une loi de compromis, était une loi claire, ferme, de séparation, et que la laïcité n'a pas besoin d'adjectifs pour s'excuser d'être. Elle est la laïcité, point, pour prendre le titre d'un livre que j'ai coécrit. Et je pense que à cet égard, la laïcité est vraiment une garantie pour les femmes, un socle d'accès pour les droits des femmes. J'évoquais la question de l'IVG, mais pour tous les grands progrès qui ont été conquis par les mouvements féministes à travers les âges, à chaque fois, elles ont pu trouver en face d'elles des religieux radicaux unis pour les empêcher d'advenir. On peut parler de l'accouchement dit sans douleur, entre guillemets, mais aussi de l'accès à la contraception, des droits sexuels et reproductifs, et ce, partout dans le monde, de l'accès à la PMA. Finalement, à chaque fois, nous trouvons les mêmes obstacles sur notre chemin. Nous l'avons vu à travers l'histoire en France, mais nous le voyons aussi quand nous faisons des déplacements dans certains pays du monde et que nous avons en face de nous des idéologies religieuses qui s'opposent à ce que même on éduque les petites filles sur ces droits sexuels et reproductifs et sur la connaissance de leur propre corps. Et en cela, je pense qu'il est fondamental de rappeler que le droit républicain, le droit universel, pour chaque citoyen et pour chaque citoyenne, il prime sur le droit religieux en France, et c'est grâce à ce grand principe constitutionnel qu'on protège un certain nombre de femmes. Je vais vous donner un exemple, et j'irai ensuite sur les questions d'islamisme, parce que je pense que c'est bien le sujet majeur aujourd'hui. Mais je vous donne avant un autre exemple, d'une autre religion. Dans le livre d'Eliette Abécassis, qui s'appelle « Et tu seras permise à tout homme ». Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ici. Dans ce livre remarquable, Eliette Abécassis explique qu'elle a divorcé civilement de son mari, mais qu'en vertu de la loi religieuse, celui-ci refuse de lui donner le guet et donc de lui valider d'un point de vue religieux son mariage. Et donc il fait usage de ce droit dit religieux pour le faire primer sur le droit civil. Et les 300 pages de son livre portent sur le combat qu'elle mène aujourd'hui en France pour faire en sorte que le droit civil prime sur le droit religieux et qu'il protège les femmes. Alors, je pense que c'est absolument fondamental de nous en tenir à ce principe. Pourquoi ? Parce qu'il permet de protéger les femmes d'une forme d'émergence de droits dits communautaires. On a évoqué à l'instant les aspects sur lesquels nous avons travaillé dans le cadre de la loi séparatisme. Mais moi, je n'aurais jamais pensé rencontrer des obstacles pour faire voter l'interdiction, par exemple, des certificats de virginité. Et trouver, parfois même au sein même de mon propre parti, des gens pour m'expliquer que le certificat de virginité, c'est une très belle coutume, c'est une cérémonie, et qu'il ne faut pas déranger les gens dans leurs coutumes.
Mais je trouve que ce relativisme est précisément ce qui mène à l'entrave des droits des femmes partout dans le monde. On l'a dit pour les certificats de virginité, visant à dire qu'on pourrait examiner la virginité d'une femme avant son mariage comme un cheval à qui on regarderait les dents avant de le vendre et déshumanisant les femmes, mais on considérerait avec ce relativisme que ce serait excusable puisque ça toucherait certaines femmes. Et c'est là que je trouve que, contrairement à la petite musique qui est insinuée pour dire que les universalistes seraient des gens qui seraient obtus et qui seraient fermés et qui mépriseraient les autres croyances, je crois au contraire que l'universalisme protège justement les femmes et les respecte en cela, quelles que soient leurs origines. Parce que c'est facile de trouver que l'excision, c'est une coutume et qu'après tout, il faudrait la respecter quand soi-même, on ne sera jamais exposé au risque d'excision, ni nous, ni nos filles. Mais je pense que justement, le fait d'être féministe, laïque, universaliste, vise à dire qu'une petite malienne doit avoir tout autant de droits qu'une petite bretonne et que, indifféremment des origines des parents, des coutumes religieuses de la famille ou de la soi-disant communauté d'origine de telle ou telle jeune fille, eh bien, elle doit être protégée par le même socle de droits. C'est la même chose sur la question du burkini, et je le dis à dessein dans cette région où nous avons un maire, le maire de Grenoble, pour ne pas le citer, qui s'était exprimé publiquement dans un premier temps en soutien aux opérations dites coup de poing burkini. Et on est dans une inversion des valeurs absolument terrible dans laquelle on nous explique qu'en fait, porter un burkini, ce serait l'exercice d'un libre choix du droit des femmes. Et donc en cela, on voudrait créer une nouvelle norme sociale qui viserait à dire que la nouvelle norme, ce serait de porter un burkini et que donc la normale au sens étymologique du terme, ce serait de ne pas en porter. Et pour cela, certains élus tolèrent le fait que des organisations financent le fait de s'affranchir de règles et de créer à part, en communauté, de nouvelles normes. Ça, je trouve que ça met un coup de canif très fort dans le pacte républicain et dans les grands principes qui veulent qu'il n'y a en France qu'une seule communauté, la communauté nationale, et qu'elle soit une et indivisible. Si chaque petit groupe commence à s'ériger en 10 groupes communautaires et commence à ériger ses propres lois pour ses propres femmes, je mets des guillemets à ses et des guillemets à propres femmes, eh bien c'est là, je trouve, qu'on entrave les droits des femmes et que la laïcité agit de fait comme un bouclier. Alors nous allons parler dans cette table ronde du fait que la laïcité est un principe émancipateur, qu'il est un principe universel, je viens de l'évoquer. Je veux effectivement rappeler ici que les femmes sont les premières victimes de la charia. Cela est vrai pour absolument toutes les attaques d'organisations fondamentales ou d'organisations fondamentalistes et d'organisations islamistes. Je vous rappelle cette phrase magnifique de Malala qui disait qu'il n'y a rien qui n'effraie plus un fondamentaliste que de voir une fille avec un livre. Et c'est pour ça que la France est tant attaquée, c'est que la France, c'est au-delà d'être le pays de la Révolution française, de la loi de 1905 et des droits humains, la France, c'est le pays de l'école gratuite, laïque et obligatoire, ouverte à toutes et à tous, aux filles comme aux garçons. Et cette éducation des filles, elle fait trembler et elle terrifie les islamistes. Je disais, les femmes sont toujours les premières victimes de la charia. Toutes et tous ici, vous le savez bien, ce sont elles qui sont attaquées. On voit en Afghanistan, et je veux penser en ce moment même aux organisations, aux ONG qui se battent en Afghanistan pour faire en sorte que les petites filles puissent avoir un socle de droits minimum dans un abandon général qu'on ne peut que déplorer. Mais je veux mentionner aussi les femmes yézidis. On évoquait avec Michel tout le travail que nous avions mené à l'ONU. Je veux ici parler de Nadia Mourad et du travail qu'elle mène pour faire en sorte qu'on reconnaisse le génocide yézidi proféré par Daesh, mais aussi qu'on puisse traduire enfin devant un tribunal pénal international les criminels de guerre de Daesh qui se sont servis de l'éradication des femmes, qui ont réduit les femmes yézidis à l'esclavage sexuel pendant des années et dont, à ce stade, encore aucun n'a été jugé devant aucun tribunal pénal international pour avoir utilisé le viol comme arme de guerre. Ils ont été jugés pour d'autres choses, pas pour cela. Et je pense que la première fois où il y aura une jurisprudence pénale internationale pour dire que le viol ne peut pas être un crime de guerre et que Daesh a proféré des viols comme crime de guerre contre les femmes yézidis, nous aurons fait une avancée fondamentale pour dire que les femmes ne sont pas, nulle part dans le monde, des sous-citoyennes. Le troisième terme que vous avez choisi d'aborder dans cette table ronde, c'est le terme de la laïcité comme principe fédérateur. Moi, je voudrais juste me permettre de rappeler ici à quel point il n'est pas, et ça étonnera les historiens qui un jour se pencheront sur cette période de l'histoire française, mais à quel point le combat pour la laïcité n'est pas consensuel. Et vous qui êtes ici dans cette salle, vous le savez mieux que tout le monde. Vous savez à quel point se battre contre l'islamisme, ça vaut des menaces pour soi-même.
des menaces pour ses proches, le fait de vivre pour les plus exposés d'entre nous sous protection policière. Et Caroline Fourest a notamment très récemment, brillamment démontré à la fois dans Franc-Tireur et sur LCI à quel point toutes celles et tous ceux qui ont essayé de se battre pour défendre la laïcité et contre l'islamisme ont pris un backlash, pardonnez-moi pour l'anglicisme, un retour de bâton absolument périlleux dans le débat public pour tâcher par des manipulations ou des calomnies d'invalider leurs paroles sur ces sujets. Et cela était vrai pour toute personne, quel que soit son bord politique, qui a décidé de s'engager pour défendre la laïcité sans adjectif. Et pourtant, cette laïcité, c'est vraiment le combat des Lumières contre l'obscurantisme. Je veux ici, bien sûr, rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui, comme vous, aujourd'hui, choisissent de se battre pour défendre cette laïcité, de se battre, y compris dans les faits, parce que le combat, comme l'a dit Richard Malka récemment, le combat, il est aussi intellectuel, il est aussi politique, et il doit se mener absolument partout. Il y a une phrase que j'adore qui définit parfaitement bien le féminisme. C'est une phrase d'une féministe américaine, Rebecca West. Elle disait « Je ne sais pas ce que c'est qu'être féministe, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que mon comportement ne permet pas qu'on me confonde avec un paillasson, on me traite de féministe. » Et bien, je voudrais ici conclure cette introduction par un hommage à toutes ces féministes qui s'engagent au péril de leur vie, que ce soit en Iran, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Amérique du Sud, dans certains pays dans lesquels la charia menace, mais aussi à ces femmes qui s'engagent ici en France et qu'on veut sans cesse réassigner à leur identité et qui ont quelque part cette double peine de s'engager et d'être de surcroît toujours ramenées à leur identité d'origine quand elles veulent s'engager pour la laïcité. Alors je vous souhaite de nouveau un très joyeux anniversaire, de très beaux débats. Je suis très honorée d'être avec vous à cette magnifique table ronde et à ce bel événement. Et je veux vous dire, je l'espère, rendez-vous en mars à l'ONU, à la Convention mondiale des droits des femmes. Merci et bravo.